Sincèrement, ce livre de Carl Quigley est une bombe par la qualité des informations. Histoire secrète de la guerre anglo-américaine, vraiment, je demande aux auditeurs de se le procurer. Il permet véritablement de comprendre la situation actuelle, les origines profondes. Bien comprendre qu'il y a une volonté d'établir un idéal, une gouvernance mondiale, mais que cet idéal s'appuie sur des préceptes qui eux-mêmes ont été élaborés sur des dizaines, je veux dire, des générations et des siècles. Et l'objectif de la préface que j'ai faite, qui fait donc 27-28 pages, c'est de faire une note de synthèse. Il y a 72 notes de pas de page, on fait 72 comme ça fait joli, pour expliquer que cette alliance entre le monde anglo-saxon avec le protestantisme judaïsme, ce n'est pas l'effet du hasard, qu'il y a une volonté, une politique, et qui s'appuie sur des éléments tangibles et non pas sur des élucubrations, etc. Je sais que les esprits aujourd'hui sont tellement empoisonnés que dire que le feu brûle, c'est presque être injurieux. C'est vrai, maintenant, on dit plus aveugle, on dit malvoyant, on dit plus sourd, on dit malentendant. Ben, je suis désolé, on dit sourd, on dit aveugle, on est bon. Et donc, vraiment, j'invite les personnes à se procurer ce livre, et vraiment, je pense aux éditions Retour aux sources. Il y a son directeur, François Saz, qui ont fait un excellent travail, un lourd travail qui a pris du temps, je sais, mais ils ont fait un travail extraordinaire car enfin, ce livre sorti en 1981 aux États-Unis et qui sort en 2015 en France, je veux presque dire que c'est la clé qui permet de comprendre les événements politiques et les répercussions économiques qui vont avec. À l'origine, donc, comprendre les origines profondes de notre monde actuel, le marché transatlantique. Eh bien, il n'est pas né en 2013 avec Obama lors de son discours congrès des États-Unis. Ça a été préparé, mais tout ça avec une vision matérielle et avec un idéal religieux, parce que le mondialisme est un messianisme, et même un messianisme pressé. Il ne reste plus que les questions. Allons-y alors pour les questions. Il y en a pas mal. Ah oui, ça. Donc, on ne pourra pas tout faire, mais on va essayer quand même. Voilà, ouais. On a des dizaines. Alors, on nous dit. Question à Monsieur Hillard. Que pense-t-il de la crise au sein de la fraternité Saint-Pie X? Eh bien, le dernier carré de la tradition est en train de disparaître et en train d'être bouffé par l'Église conciliaire. Il y a des prêtres au sein de la fraternité Saint-Pie X qui malheureusement n'ont pas compris que la tradition catholique était la véritable modernité et que le ralliement à Rome ne peut se faire qu'avec l'éradication jusqu'à la racine des principes de Vatican II. Vatican II, c'est 1789 dans l'Église. On ne peut rien attendre de l'Église conciliaire qui en fait a pour objectif d'être transformé en une annexe de la synagogue. Donc, c'est la victoire du Sanhédrin, victoire temporaire, et parce que l'Église est éclipsée, mais la fourmi n'est pas de moi, la Sainte Vierge à la Salette. Donc vraiment, les quelques prêtres, parce qu'il y a des prêtres au sein de la fraternité Saint-Pie X qui restent tout à fait honorables, mais il y a malheureusement des prêtres de la fraternité Saint-Pie X qui n'ont pas pigé, parce que, je vais vous dire, certains n'ont pas reçu une bonne éducation. Quand je dis bonne éducation, une éducation classique, avec des connaissances réelles en histoire, en politique, et ils se font happer par les apparences, par le côté conventionnel. Et vraiment, ils n'ont pas compris. C'est la nature humaine, on peut rouler plus d'un dans la farine, c'est incroyable, même quand on porte une soutane. On me dit d'ailleurs, est-ce que le Vatican n'est-il pas devenu le siège du mondialisme syncrétique? Alors, vous avez le livre de cet exorciste Gabriel Lamorce, qui a prouvé et apporté malheureusement des informations tristes sur des branches sataniques au sein du Vatican. Oui, malheureusement, Vatican II, la bascule de l'Église devenue Église conciliaire avec Vatican II, c'est la victoire temporaire du prince de son monde. Je dis bien temporaire, parce que Vatican II va un jour sauter. Et malheureusement, depuis Vatican II, les hommes d'Église, je ne dis pas l'Église qui elle est sainte, les hommes d'Église, et il y en a beaucoup, depuis Vatican II, mènent la barque de Saint-Pierre dans les chemins du mondialisme,
Euh, comment... C'est quand même incroyable. Je pense par exemple au pape Benoît XVI, dans son encyclique de 2009, je ne sais plus exactement le titre, où il appelait à la création d'une organisation politique planétaire en liaison avec l'ONU. Mais l'ONU, c'est le temple du maçonnisme. Il n'y a aucune alliance possible entre l'Église et le monde. Point barre. C'est au monde de s'adapter à l'Église, pas l'inverse. Et l'Église conciliaire est malheureusement téléguidée pour sombrer, parce que humainement c'est cuit. J'ai bien humainement, mais l'Église est éclipsée, c'est que la formule de la Sainte Vierge de la Salette. Une éclipse par définition c'est temporaire, et va arriver un jour glorieux où ces personnes qui condamnent l'Église vont dégager. Il va y avoir un nettoyage, oui, un nettoyage profond. Alors, on me dit Géorgie, Arménie, Grèce, Chypre, Hongrie, Ukraine, Macédoine, Serbie. Comment analysez-vous les tentatives de ralliement des pays orthodoxes par Poutine à sa cause? Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur Poutine, et je sais qu'il y a en plus beaucoup de personnes qui croient en Poutine. Alors, Ouais, alors vous êtes quand même un de ceux qui avait débunké Poutine. Hein. Déjà, en nous expliquant qu'il était citoyen d'honneur de la City, qu'il était... je ne fais que reprendre des choses tout à fait officielles. Mais, alors, il y a le monde orthodoxe. Bon, si on est catholique, il faut d'abord dire que l'orthodoxie est schismatique. L'autorité du pape, ça reste l'autorité du pape, à condition qu'il respecte la tradition de l'Église. Bon, depuis Vatican II, là, c'est râpé. Mais il y a une chose, et là, je vais en profiter pour le dire, et indirectement, je répondrai à cette personne pour les autres pays. Je vais d'abord prendre le cas de la personne avant de parler d'un pays. Toute personne croyante commet des péchés, et il y a ce qu'on appelle le péché mortel. Le péché mortel empêche la communion. On ne peut pas aller communier quand on est en état de péché mortel. Et il faut se confesser pour se retrouver en lien avec le ciel. Bon. Vous avez des pays qui commettent aussi des péchés mortels. Et il y en a deux en particulier qui ont commis le péché mortel. La France, avec la révolution de 1789, où il y a une marque satanique. Et la Russie de 1917, où il y a une marque satanique avec le baptême, entre guillemets, satanique de la révolution bolchevique. Ces marques sont, d'un point de vue humain, indélébiles. Elles ne peuvent être effacées que par, je veux dire, un désinfectant divin. Dans le cas de la France, la marque satanique de 1789 ne peut être effacée que par la consécration, c'est ce qu'a demandé le Christ à cette religieuse française, Sainte Marguerite Marie, consacrer la France au Sacré-Cœur. 1917, vous avez eu, en plus de la révolution bolchevique, la même année, l'apparition de Fatima, au Portugal, où la Sainte Vierge a délivré énormément de messages et d'informations. Et elle demande, entre autres, la Sainte Vierge, que la Russie soit consacrée à sa personne. Bon, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Eh bien, en faisant cela, la consécration de la Russie, marquée du péché mortel, qui est le baptême satanique bolchevique de 1917, cette faute, ce péché mortel, sera effacée par la consécration de la Russie à sa personne. Tant que la chose ne sera pas faite, la Russie sera en état de péché mortel. C'est-à-dire que le renouveau véritable, profond de la Russie sur des bases saines ne pourra pas se faire tant qu'il n'y aura pas la consécration de la Russie à la personne de la Sainte Vierge. Si la Sainte Vierge l'a dit, c'est qu'il y a sûrement des raisons. La Mère de Dieu, si elle dit qu'il faut consacrer la Russie, et tant que la chose n'est pas faite, le renouveau de la Russie ne peut pas être véritable. Et donc, le renouveau de l'orthodoxie, même s'il y a à titre individuel des populations, des personnes orthodoxes tout à fait dignes, honorables et qui veulent vraiment le renouveau véritable du pays, de l'âme russe, ne peut se faire que par une confession, si je puis dire, qui est la consécration de la Russie à la Très Sainte Vierge, au même titre que le lien entre la personne, le pécheur et le ciel ne peut se faire que par la confession. C'est le même principe. Le péché mortel existe aussi pour les pays. Donc, Poutine peut dire des choses justes, je ne le nie pas, mais le fond est vicié tant
que la Russie n'est pas consacrée à la Sainte Vierge, au même titre que la France ne peut se relever que par consécration au Sacré-Cœur. Il y a une géopolitique dans la religion, il y a des conséquences politiques, économiques et religieuses. Et si la Sainte Vierge a demandé, c'est pas pour faire joli, c'est pas pour l'esbrouf, c'est que en fait la Sainte Vierge fait de la religion, d'accord, mais elle fait de la politique. Elle sait que le renouveau d'un pays ne peut passer que par l'effacement du baptême satanique bolchevique, que par la consécration de la Russie à sa personne. Mais Poutine, on peut dire quand même qu'il revient vers la religion, vers quelque chose de plus traditionnel, non? Peut-être que lui, à titre personnel, peut-être qu'il le fait. Je n'ai pas à juger, je ne connais pas sa vie privée. Enfin, il y a quelques éléments, mais en tout cas, je n'ai pas à dire. Je vois la Russie. Est-ce que la Russie est, oui ou non, consacrée à la Sainte Vierge comme elle l'a demandé? La réponse est non. Donc la Russie est toujours marquée du péché mortel et satanique de la révolution bolchevique, au même titre que la France. Et vraiment, j'insiste là-dessus. Et je précise quand même une chose, c'est que toute la politique de Poutine correspond au mondialisme. Parce que Poutine veut... Alors, il faut lire le discours de Valdaï, qui est très intéressant. Poutine veut l'instauration d'union régionale. Et ma foi, je vais reprendre ce que j'ai écrit dans une note de bas de page. Il faut que je retrouve le passage. Alors, dans son discours de Valdaï du 24 octobre 2014, Poutine reconnaît la nécessité d'un nouvel ordre mondial, la création de puissantes unions régionales, de règles communes acceptées par tous permettant d'assurer la stabilité et la sécurité entre les centres régionaux, interdisant ainsi la politique d'un cavalier seul, sous-entendu les anglo-saxons. Dans cette histoire, après la chute du mur de Berlin, le monde russe les élites russes étaient acquises au nouvel ordre mondial et à ce qu'on appelait la maison commune. Mais les anglo-saxons ont trahi, c'est pas le monde russe, quand je dis monde russe, les élites russes, c'est les élites anglo-saxonnes qui ont trahi les engagements pris au lendemain de la chute du mur de Berlin, puisqu'il était dit, entre autres, que l'OTAN ne devait pas progresser vers l'Est. Ouais. Donc il y avait un partage du gâteau. Dans cette histoire, ce sont les Russes qui ont été trompés, enfin les élites russes, parce qu'il faut toujours faire une distinction, et ce sont les élites anglo-saxonnes qui ont trahi les engagements qui avaient été entre autres adressés à Gorbatchev, que les armées de l'OTAN n'allaient pas aller jusqu'à Saint-Pétersbourg, jusqu'en Estonie, et jusqu'en Roumanie, Bulgarie. Donc dans cette histoire-là, ce sont les anglo-saxons qui marchent sur les plates-bandes des élites russes, parce que dans cette histoire du nouvel ordre mondial et de la maison commune qui avait été établie au lendemain de la chute du mur de Berlin, il y avait ce qu'on appelle une répartition des zones d'influence et des intérêts. Je te donne ça, tu me donnes ça. Et dans cette histoire, les élites anglo-saxonnes marchent sur les plates-bandes des élites mondialistes russes, qui ruent dans les brancards. Et je les comprends, puisque les accords ont été violés par les anglo-saxons. Et donc c'est ce que dit Poutine. Il dit, il faut reprendre le discours de Valdaï, que j'ai lu crayon à la main, qu'il veut des centres régionaux, donc stabilité et sécurité entre les centres régionaux, interdisant ainsi la politique d'un cavalier seul, sont entendus les anglo-saxons qui, en fait, veulent tout rafler. Les anglo-saxons veulent être, les anglo-saxons, et aussi des oligarques juifs qui sont au sein des équipes anglo-saxonnes et qui s'opposent à des élites juives qui, elles, soutiennent le monde russe. Et alors, c'est très intéressant, je cite un article du Times of Israel du 5 avril 2014, intitulé, je cite, « Les Juifs de Russie et d'Ukraine sont en guerre ». Et cet article très intéressant dit que les élites juives d'Ukraine, soutenues par l'Occident, sont en guerre contre les Juifs de Russie qui, eux, soutiennent Poutine. En fait, on assiste dans cette histoire à des guerres entre clans juifs, entre les juifs libéraux, les juifs orthodoxes, Lubavitch. D'ailleurs, c'est très intéressant de savoir que c'est le rabbin Lubavitch Ber Elazar qui est du côté de Poutine. En fait, ce sont des rivalités entre clans juifs au nom de la Russie, au nom de l'Ukraine, au nom de l'Union européenne, au nom du monde anglo-saxon. Et donc, dans cette histoire, les anglo-saxons veulent rafler la mise et les élites russes veulent leur part du gâteau qui, pour le moment, se fait grignoter gentiment. Donc j'ajoute ceci, il veut à sa manière gérer efficacement le nouvel ordre mondial
pas le détruire. Il le dit bien, Poutine, dans son discours de Valdai, il ne veut pas l'anéantissement du gouvernement mondial, il veut au contraire le gérer. Et d'ailleurs, il a lancé la communauté économique eurasienne, qu'il veut Union eurasienne supranationale, document officiel qu'on trouve sur les sites de l'AFP russe, enfin bon, la version AFP russe. Mais simplement, cette union eurasienne qui veut supranationale, avec pour le moment la Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie, eh bien, se fait bouffer par le monde anglo-saxon qui veut étendre son... En fait, c'est Océania qui bouffe le parterre d'Eurasia qu'on voit dans le bouquin de 1984. Et donc, je précise ceci. Tant que la demande de consécration demandée à Fatima, apparition mariale de 1917, n'a pas été entièrement exaucée, le renouveau de la Russie sur des bases spirituellement saines n'est pas possible. Il en va de même pour la France de 1789 et les demandes du Sacré-Cœur. Le péché mortel existe aussi pour les pays. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans les esprits complètement déchristianisés, on n'a pas la notion du péché mortel pour les pays. Déjà pour les personnes, n'en parlons pas, c'est quoi, c'est vrai. Bon, mais on n'a pas cette notion. Et donc, peu importe le comportement d'un chef d'État, il faut voir d'abord la marque, les origines du pays. Et la Russie, comme la France, sont marquées, si on a une vision catholique de la chose, sont marquées par un baptême satanique qui ne peut être effacé que par un acte divin. La Sainte Vierge qui écrase le serpent avec son talon. C'est ça le truc. Mais je précise que Poutine, il veut, quand on lit bien son discours de Valdai, il veut une union eurasienne, et là où ça coince avec l'Ukraine, c'est le monde anglo-saxon et le monde germanique qui veut prendre l'Ukraine sous sa coupe, et là pour la Russie c'est inadmissible. Et je rajoute quand même cet élément, l'Ukraine, une bonne partie de l'Ukraine c'était l'ancien territoire khazar, et je suis convaincu qu'il y a au sein des îles juives de part et d'autre du ouest-est, Océanie et Eurasia, des symboles spirituels comme la terre, une sorte de second Israël. Je suis sûr qu'il y a un autre, il n'y a pas que l'aspect matériel qui joue. Je précise que Poutine a, à un moment donné, essayé d'amener le pion aux anglo-saxons, car il a voulu créer un bloc continental, je cite, allant de Lisbonne à Vladivostok. Et il a proposé ça, entre autres, en janvier 2014, à Bruxelles, lors d'une réunion Russie-Union européenne, et ça fait hurler d'horreur les anglo-saxons. Pourquoi ? Parce que s'il y avait un bloc politique et économique unifié allant de Lisbonne au Pacifique, à Vladivostok, eh bien c'était la mise à mort du marché transatlantique. Et oui, et ça les anglo-saxons, ils veulent leur marché transatlantique, et pour les multinationales en particulier. Et comme par hasard, quand Poutine a proposé ça, il l'a proposé plusieurs fois, mais quand il a proposé ça pour une énième fois en janvier 2014, février 2014, comme par hasard, vous avez la réponse anglo-saxonne avec l'affaire de Maïdan en Ukraine, qui a littéralement cassé le monde russe et l'Union européenne, qui désormais, longtemps n'est plus possible. Il y a vraiment une fracture. Voilà, mais Poutine a voulu à un moment donné étendre sa zone d'influence mondialiste, sa part du gâteau, jusqu'à Lisbonne. Oui, ce qu'on appelle le racisme. Mais moi, j'ai entendu aussi le discours d'un chef du renseignement de Stratford, donc l'agence, voilà, et qui est assez intéressant. Voilà, exactement. Qui parle donc que en fait les États-Unis sont là pour empêcher l'Allemagne et la Russie, en fait, de pouvoir collaborer, comme il dit, la technologie allemande et les matières premières russes. Il ne faut pas que ça... ça, c'est la politique anglo-saxonne avec Mackinder. Il ne faut surtout pas que le monde russo-européen soit uni sous une même autorité, ou un couple russo-allemand. Ça, c'est une politique permanente du monde anglo-saxon d'empêcher l'unité de l'Europe et du monde russe, parce qu'il serait éjecté de l'Euro-Asie. Ça, c'est une tradition, j'allais dire... je me souviens que la première fois que j'ai lu, il y a plusieurs années, que Poutine voulait établir un bloc unifié allant de Lisbonne jusqu'à Vladivostok, je me dis, mais les anglo-saxons, ils vont rêver dans les brancards. Et sa énième proposition, en janvier 2014, réponse des anglo-saxons, c'est Maïdan. Et là, le feu dans la maison, parce que là, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Oui, parce que Maïdan, ça peut annoncer quoi? Et d'ailleurs, je vais en profiter. Vous avez le parti, je ne sais plus comment il s'appelait, vous savez, du boxeur Klitschko. Oui. Le parti Loudar, voilà, Loudar,
qui est en deux langues, anglais-ukrainien. Alors la partie anglaise, la formation que je donnais était au début en anglais et en ukrainien, et puis la formation en anglais a été supprimée. Les partenaires de Loudar, c'est uniquement la version ukrainienne, si ça n'a pas été enlevé. Là, la dernière fois que j'ai vu ça, il y a 2-3 mois. Les partenaires de Loudar, c'était 2 ONG américaines, l'une dirigée par Madeleine Albright, l'autre par John McCain, et le troisième groupe qui soutenait, c'était la CDU d'Angela Merkel. C'était vraiment l'ingérence parfaite du monde anglo-saxon et germanique qui a mis les pieds par un coup d'État en Ukraine. Mais la méchanceté anglo-saxonne ne veut pas dire qu'en face, Poutine est le gentil. Il n'y a pas de gentil de méchant. En fait, ce sont des guerres entre clans, de zones d'influence. Poutine, à un moment donné, a voulu avoir la peau des anglo-saxons en les éjectant, en voulant mettre en place ce fameux bloc unifié Lisbonne, Vladivostok. Il a loupé, réponse en face, boum, on vous emmerde en Ukraine. Voilà, c'est... Et je rappelle, Poutine veut une gouvernance mondiale, il veut des unions régionales, et il veut, et d'ailleurs c'est très intéressant dans son discours de Valdai, il dit il vaut mieux des règles communes, même contraignantes, que pas de règles du tout pour gérer tout ça. Parce que il dit il faut arriver à se mettre d'accord sur des règles communes. Il est très intéressant. En fait, il est pour le principe du nouvel ordre mondial, il le dit, mais il précise, nous n'arrivons pas à nous accorder sur le partage du gâteau. C'est un peu un nouvel ordre mondial, mais avec une part importante pour la Russie. Voilà. Que la Russie ne soit pas une troisième roue. Et là, dans cette histoire, les Anglo-Américains veulent tout. Et en face, ils disent, ah là, non, on accepte. En fait, c'est une dispute, mais avec aussi des oppositions entre différents clans juifs. C'est l'article de Times of Israel que j'ai cité. Il y en a plein d'articles, il suffit de les lire. Oui, et puis nous, même sur le Donbass, ça faisait longtemps même que Alain Benajam nous disait que c'était des juifs qui finançaient des deux côtés. Donc voilà, on le savait déjà. Ah, ça, Non, il nous l'avait dit ici. Alors, on me dit, quel est le point de vue de l'élite russe et chinoise pour la gouvernance mondiale? Ben, on l'a un peu, oui. Ils sont un peu d'accord, c'est ça? Même les Chinois aussi, ils œuvrent à ça un peu Ils œuvrent à ça parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle la route de la soie. Ouais. En fait, vous avez une opposition, la géopolitique anglo-saxonne, c'est le contrôle des mers et d'empêcher qu'il y ait une unité continentale eurasiatique. Et le monde chinois avec le monde russe a remis à l'honneur depuis plusieurs années la fameuse route de la soie. Et évidemment, tout ce qui se passe du côté anglo-saxon, c'est d'empêcher que cette route de la soie, c'est-à-dire des routes, des voies de chemin de fer, etc., se crée de Pékin jusqu'à Berlin, en fait, en passant par l'Asie centrale, la Turquie, etc. Et donc toute la politique anglo-saxonne, c'est de créer les conflits qui vont empêcher des liens commerciaux dans la tranquillité. Un exemple, vous avez le cas de Poutine, il y a quelques mois de ça, qui a rompu le projet, vous savez, de construire le fameux gazoduc South Stream, et pour mettre en place un autre passant par la Turquie. Voilà. Et il a marqué un point, il a emmerdé, pardonnez-moi l'expression, les anglo-saxons. Qu'est-ce qui se passe? Ça doit passer ensuite dans les Balkans. Comme par hasard, vous avez la Macédoine. En fait, c'est le principe du Bagdad-Bad, cette fameuse voie ferrée que les Allemands voulaient, qui était un oléoduc sur rail qui devait relier Hambourg jusqu'au Koweït, enfin qui n'existait pas puisque c'était l'Empire ottoman, en traversant la Serbie. Et bien comme par hasard, cet oléoduc sur rail qui avait pour but de créer un sort de bloc économique Allemagne, Autriche-Hongrie, Empire ottoman avec le pétrole, c'est-à-dire que les Allemands contrôlaient le début de pétrole et sa distribution, eh bien, dans cette histoire, les Anglo-Américains, enfin surtout les Anglais, favorisaient des guerres balkaniques, Serbie, Bulgarie, etc. Et hop, le Bagdad-Ban, il prenait du retard. Et c'est ça, c'est la même histoire. Hein. En fait, on vit la guerre de 14, ou enfin les prémices de la guerre de 14, mais simplement avec de la technique en plus et Internet en plus. Et l'échelle peut-être plus grande. Mais c'est une lutte entre la puissance de la terre, puissance de la mer, bloc eurasiatique, la route de la soie, et le bloc euro-atlantique maritime. Et répartition des zones d'influence. Mais il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de... Et j'insiste là-dessus, tant que la demande de Fatima, Sainte Vierge à Fatima n'a pas été exaucée, le renouveau véritable de la Russie ne peut pas se faire. Ça, c'est comme une personne qui est en état de péché mortel, qui peut dire des choses justes, avoir un comportement honorable, mais ne peut pas les communier. Il faut d'abord qu'elle se remette
en ordre spirituellement, parce que tout vient de Dieu et tout repart vers Dieu. Et la France, il faut faire quoi pour retrouver... Oh mon Dieu, la France. Alors, je suis assuré du renouveau de la France, grâce à des Pape Saint Pie X en l'occurrence. Mais on est... Enfin bon... On est cuit, on est inféodé, mon Dieu, c'est une punition d'avoir les dirigeants qu'on a, enfin, qui ne sont pas des dirigeants, qui sont des agents du système. Bon, le renouveau passera par un nettoyage, mais un nettoyage qui conduira aussi à la disparition d'innocents. Mais là, vous savez, il n'y a pas grand-chose à dire, la France. Il y a deux pays qui doivent être détruits dans l'idéologie mondialiste, la France et la Russie. Ce n'est pas un hasard s'il y a eu deux révolutions pour la France, 1789-1917. Ce sont deux pays. Mais ne jamais oublier que le renouveau de ces deux pays, qui se fera, ça j'ai la certitude, ne peut passer que par un renouveau spirituel. Il faut d'abord effacer la marque. Et ça, c'est très dur à faire comprendre parce qu'on est obsédé par le matériel, par les apparences. Et la notion de faute morale et de graduation dans la faute, on ne connaît pas ça. Et un péché mental ne peut être effacé pour une personne que par la confession. Et il faut, pour un pays, une consécration qui est le désinfectant. En même titre, il y a une blessure, on désinfecte. Et bien pour un pays, il faut que ça soit désinfecté. Pour la Russie, c'est la Sainte Vierge Fatima. Pour la France, c'est le Sacré-Cœur. On a la certitude que dans les deux cas, les choses se feront. Quand? Espérons qu'il se passera quelque chose. Je vais prendre alors les dernières questions. Là, on me dit par exemple, le Talmud n'était pas écrit. Le Talmud n'était pas écrit par des rabbins qui n'étaient pas d'accord avec ce qui était dit dans le Premier Testament. Ah bon? Alors écoutez, une chose est sûre, c'est que il y a ce qu'on appelle le Talmud de Babylone et de Jérusalem. Entre eux, il y a des rivalités internes terribles, des ramifications des oppositions, déjà avec Sabbatai Tzvi et Jacob Frank. D'un point de vue strictement catholique, le Talmud est une hérésie qui nourrit les hérésies. Le reste, terminé. D'un point de vue catholique. D'un point de vue catholique, oui. Voilà. Pour d'autres personnes, ça sera toujours tout à fait respectable. Mais bon. On me dit bonsoir, monsieur Hillard. Vous évoquez souvent dans votre travail, livres et conférences la problématique juive ou judaïque en rapport avec le mondialisme. Subissez-vous donc des pressions diverses, que ce soit dans votre travail, votre intégrité professionnelle? Familial, etc. Non, enfin, j'ai été quand même viré d'un emploi, j'étais enseignant dans une école de commerce, par définition, cette école de commerce, l'ESE, pour ne pas la citer, est acquise à Monde sans frontières, donc fatalement. Mais j'avais dit à ces personnes-là que ce que je disais était purement factuel. Je n'inventais rien. À l'époque, je me souviens que je parlais à ces étudiants du marché, du bloc euro-atlantique, du marché transatlantique. Je citais, je me rappelle, le livre de Hervé de Carmois, qui à cette époque était le vice-président de la Trilatérale Europe et qui en 2006-2007, je ne sais plus la date, avait sorti un bouquin Euramérique. Bon, parce que ces choses-là, on se prépare toujours un peu à l'avance. Et ces étudiants, je considère que je les ai bien préparés, parce que lorsque le marché transatlantique a été annoncé, ils ne sont pas tombés des nuls, ils le savaient. Tous les mouvements d'émancipation des régions, ou des provinces, enfin je préfère provinces, mais des régions comme la Catalogne ou l'Écosse, référendum qui marche pas tout de suite, mais ça y est, le processus est lancé. Mes étudiants ne tombent pas des nuits, je racontais ça parce que j'expliquais, il y avait tout un arrière fond. Et d'ailleurs, le principe de régionalisation, de partialisation de l'Union européenne va de pair avec le marché transatlantique. Parce que l'objectif de créer des multinationales qui auront le dernier mot sur les États, et vous pensez bien que quand il s'agira de régions qui elles-mêmes seront intégrées à d'autres régions pour former des euro-régions, elles-mêmes dépendantes de Bruxelles, multinationales vont pouvoir faire jouer la concurrence sans problème, et ça va avoir des conséquences sur le remboursement des médicaments, sur le niveau de vie, surtout, les gens ne comprennent pas que c'est un faux régionalisme. Je suis pour les provinces, mais les provinces respectueuses des traditions, donc fatalement, le mondialisme n'aime pas ça, et des provinces, donc à la France, restant sous la coupe de la souveraineté nationale. Le roi de France était
comment dire, le roi de prince de ses peuples, je ne sais plus la formule. Lorsque Louis XIV s'adressait aux Français, il ne disait pas Français, Français, il disait à mes peuples. Parce qu'il reconnaissait une diversité, mais sous la coupe de l'autorité nationale. Là, la régionalisation est lancée pour fractionner les États, pour les digérer mieux à la sauce mondialiste et entre autres au marché transatlantique. On va se le manger, le marché transatlantique. Alors, théoriquement, oui, il doit y avoir dans les jours qui viennent une chose qui doit être votée, ou adoptée à la Commission, au Parlement européen, peu importe. Vous savez, ces choses-là, je connais le coût du marché transatlantique depuis, je crois, 2002. Et j'en avais fait un livre qui est sorti en 2004, qui est La décomposition des nations européennes, avec le sous-titre de l'Union euro-atlantique à l'état mondial. Parce que j'expliquais que la construction européenne n'était pas une finalité, mais une étape, un tremplin vers le bloc euro-atlantique, lui-même tremplin vers la gouvernance mondiale. Ces choses-là, pour moi, sont acquises depuis des années. Donc on part d'une chose comme si... est-ce que ça va se faire? En fait, ça se fait déjà. Ouais. Alors, je sais qu'à un moment donné, ce principe babélien va se casser la figure. À quel moment? J'aurais tendance à croire qu'on arrive en bout de course. Parce que pour passer à l'étape supérieure, il faut catastrophe, cataclysme, pour passer. C'est toujours... Et là, ils arrivent... En fait, on arrive à la fin du monde, né en 1945. Et on assiste à la mutation. Et cette mutation ne peut se faire que dans la douleur. Et s'ils arrivent, théoriquement, à faire cette bascule, là, ils auront gagné. J'ai bien dit théoriquement parce que je sais qu'au moment où ils seront sur le point de poser la dernière pierre au sommet de la pyramide, il va y avoir la pichenette divine qui va dire « allez vous faire voir » et hop, le système babélien va se casser la figure. Mais le problème, c'est qu'on est dedans, donc il risque d'avoir des innocents qui vont tomber avec... Voilà, ça, c'est... Bon. D'accord, alors je vais prendre les... Oh là 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 là, c'est par paquet de dizaines. Ouais, je vais prendre les dernières. Que pense M. Hillard du lien entre la défaite des puissances centrales de 1918 et la création d'Israël? Sujet développé par Benjamin Friedman. Ah, oui. Toujours des questions faciles. Oui, alors effectivement, l'Allemagne... se serait rebellée après la Première Guerre mondiale, parce qu'elle aurait été trahie dans ses engagements. Bon. Alors, le sujet est très long, c'est très difficile. Disons que il y a eu d'abord volonté de détruire l'Autriche-Hongrie. Ça, c'est une chose réussie, et j'invite les personnes à lire un bouquin absolument remarquable de François Faidjeu, Requiem pour un empire défunt, un livre, à ma connaissance, qui n'a pas été réédité, mais peut-être on peut le trouver sur Amazon, qui date de 1987-88 et qui explique le rôle de la maçonnerie pour détruire l'Autriche-Hongrie. Le monde germanique, le monde allemand, oui, il y a eu Friedman. Friedman a expliqué qu'il y a eu, comment dire, des loupés de compréhension entre le monde allemand et le monde anglo-saxon pour les juifs, et que les juifs finalement auraient opté pour le monde anglo-saxon au dépens de l'Allemagne. Il est très intéressant de voir que j'ai eu l'occasion de citer la famille Warburg, famille juive allemande, mais aussi juive américaine, que Max Warburg, durant la Première Guerre mondiale, était le patron des services secrets allemands. Mais son frère, Paul, était le patron de la Fed et qui allait en plus devenir ensuite le patron du CFR, évoqué d'ailleurs par Carl Quickley. Donc il y a eu en fait des problèmes entre clans juifs. Et il y a un clan qui a été roulé dans la farine et il y a eu une vengeance. Bon, voilà, on ne peut pas dire trop quand même. D'accord. Allez, je prends les dernières questions. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Vous avez parlé du Royaume de France. Où vous situez-vous entre les prétendants légitimistes et orléanistes? Alors, j'avoue qu'à titre personnel, j'ai pas je ne veux pas lier à ces familles-là, enfin, ces deux branches. Je crois, vu la situation humainement, c'est cuit, il ne faut pas s'exciter. Je vous dis, ce que j'ai fait, par exemple, pour l'avant-propos du bouquin de Quickley, c'est, je ne vais pas dire que je me suis lâché, non, parce que tout ce que j'ai mis est parfaitement référencé, mais je suis allé très loin pour faire un bilan. Qui fait quoi? Le renouveau de la France se fera, ça sera la surprise de Dieu. Je crois en la providence, ce qui n'empêche pas, à titre individuel, de faire de son mieux, mais m'appuyer sur la famille des Orléans, famille légitimiste, je n'attends rien, parce que ce sont des esprits trop marqués par les concepts philosophiques d'aujourd'hui.
ce que j'ai dit ce soir les ferait bondir d'horreur. Bon, je préfère encore la République parce qu'au moins elle est authentiquement pourrie. Une fausse monarchie avec les apparences, je préfère l'authentique. Hein. Voilà, alors une dernière question encore. C'est vrai qu'on me dit quelle est l'influence des protestants en France? Voilà, on se souvient de Jospin, il y a eu vous Michel savez, Rocard aussi, je crois. Oui, disons que les protestants, la France, les esprits français sont complètement protestantisés. Donc en fait, cette élite protestante vraiment prospérait dans un milieu authentiquement catholique. À partir du moment où ce milieu catholique a été complètement décérébré via 3e, 4e, 5e République et ensuite Vatican II, ce monde protestant, finalement, il n'y a plus de contraste avec le monde catholique qui est maintenant protestantisé. Vatican II, c'est Martin Luther qui a gagné, et une période qui précède, en fait, la finalité de Vatican II, c'est de réintégrer l'Église au sein de la seule Église, entre guillemets, reconnue par le mondialisme, la synagogue. Donc finalement, le monde protestant se dilue dans un magma. Vous savez, j'ai toujours dit que le protestantisme, c'est du judaïsme, enfin, du christianisme judaïsé. Oui, parce que le culte Maria disparaît, la hiérarchie catholique, ecclésiastique disparaît. Et puis il ne faut jamais oublier que le pasteur, c'est un fonctionnaire, comme le rabbin, où il n'y a plus de transcendance. C'est un fonctionnaire. Donc, ce sont des dinosaures qui ont empoisonné la planète et puis qui maintenant vont crever dedans, qui vont crever dans leur jus. Donc, bon. Voilà, alors je vais prendre les dernières questions. Monsieur Hillard, pouvez-vous confirmer un dire d'un de vos confrères catholiques qui affirme qu'il n'y a point de salut en dehors de l'Église catholique? Tous les autres chrétiens ne seront point sauvés. Alors, l'Église catholique, si on est catholique, parce qu'il y a tous les cas de figure, si on est catholique, le seul phare, la seule vérité, c'est l'Église lancée, créée par le Christ et la tradition de l'Église. Les autres chrétiens, alors il y a le comportement des autres personnes, là c'est Dieu qui voit, qui sonde les reins et les cœurs et qui pourra dire si telle personne, même s'il ne fait pas partie de l'Église catholique, a eu un comportement digne et honorable, parce qu'évidemment il y a tous les cas de figure, mais là je m'exprime en tant que catholique, le seul phare de la vérité, c'est l'Église éternelle, interrompu de manière vraiment temporaire avec l'éclipse de Vatican II, mais une éclipse est temporaire par définition, et donc le renouveau, ça va faire 50 ans Vatican II. Vatican II s'est terminé en décembre 1965, on est en juin 2015, une éclipse par définition, qui dure 50 ans, c'est long, mais enfin, le renouveau est pour très bientôt, je pense. D'accord. Dernière question, on me demande où est-ce qu'on peut vous joindre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vous joindre pour vous. J'ai une page Facebook, en fait que je n'ai même pas créée, c'est par quelqu'un, je ne sais pas qui l'a créée pour moi. Quand je peux répondre, je réponds, mais j'ai une telle avalanche de questions. Il y a des moments, je ne peux pas, quand il y a des dizaines et dizaines, j'aurai que ça. Mais en revanche, qui lisent mes livres, ils auront mes réponses. Ils auront des réponses, voilà. Et qui lisent surtout. Celui-là, voilà, l'histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine. Avec une préface de 27-28 pages, où je vous dis c'est une sorte de super note de synthèse. C'est du... Bon. En tout cas, je pense que tous ceux qui ont regardé l'émission ce soir se sont plus faire une idée déjà de ce que c'est que cette oligarchie. Et on en avait déjà eu un aperçu dans les émissions d'avant, parce que je conseille aussi l'émission où vous étiez venu sur le nouvel ordre mondial, parce que aussi là, vous expliquez tout l'ordre mondial. Avec les cartes que j'avais... Avec les cartes, tout, c'est... J'ai tout inventé, je vous savais pas compris qu'il y avait... Oh là là. Alors, on va avoir des histoires encore. En tout cas, merci Pierre Hillard. C'est moi qui vous remercie parce que faire la promotion de ce bouquin-là de Quickley, capital. Vraiment. En tout cas, nous, on va faire les libraires, comme il dit Stéphane. On va le faire suivre. Mais vraiment, merci d'être venu. C'était, comme d'habitude, enrichissant, je pense que pour vous aussi. Merci à la régie. Merci à Ediz aussi pour le petit cadeau. Je ne vais pas l'oublier. Il nous a fait un petit cadeau à fouet, coup de fouet, là.
Ça, c'est pour les méthanos de passage. Donc, en cas de... Il y a de ses goûts. Ah, bah, oui, je ne demanderai pas où est-ce qu'il a acheté. Bon, regardez. En tout cas, merci à lui quand même, parce que j'avais lancé le défi de nous offrir un fruit et il l'a relevé. Donc, merci quand même, Ediz. Ediz Tiltas, je crois. Enfin, j'ai pas bien compris le nom, hein, mais bon, en tout cas, je crois que c'est ça, Ediz. Et merci, merci à la régie, merci à tous les métanautes connectés. Il y avait Capar, Obozizi, Lancé Franck, Goss, Franche de Brie, AKS, Foyer Billy, John Kundo, Erwan Locostern, Lyon Pard, Alexis Carnel, Cro, Sac, oh là là, ils sont nombreux ce soir. Le Télico, etc., Haussmann, Eléazar. Ils vont tous acheter le livre. Eh ben, j'espère bien. J'espère bien. Donnez, pardon. Ah ben, on a une version spéciale de celle-là en plus. Donc, en tout cas, merci à vous, merci à tous les métanautes. On se rejoint jeudi, et oui, pas d'émission demain, parce que maintenant, vous savez, le rythme va être un petit peu différent, mais ça, je vous en dirai plus vendredi. En tout cas, s'il y a une chose qui est claire, c'est que si vous étiez là ce soir et que vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, ciao à tous. Bravo la résistance.